Dracula de Bram Stoker. Chapitre 5. Lettre de Miss Mina Murray à Miss Lucy Westenra. Le 9 mai. Ma très chère Lucie, pardonne le long retard que j'ai pris à écrire, mais j'ai été tout simplement submergé de travail. La vie d'une maîtresse d'école adjointe est parfois éprouvante. J'ai hâte d'être avec toi au bord de la mer où nous pourrons causer librement et bâtir nos châteaux en Espagne. J'ai travaillé avec acharnement ces derniers temps parce que je veux suivre le même rythme que Jonathan dans ses études et que je me suis entraîné très assidûment à la sténographie. Lorsque nous serons mariés, je pourrai être utile à Jonathan. Et si je suis assez bonne en sténographie, je pourrai, grâce à cette méthode, noter ce qu'il a en tête et le transcrire pour lui à la machine à écrire, où je m'entraîne aussi, avec acharnement. Il nous arrive à lui et moi de nous écrire des lettres en sténographie, et il tient un journal de ses pérégrinations à l'étranger. Lorsque je serai auprès de toi, je tiendrai un journal grâce à cette méthode. Je ne parle pas de ces agendas à 2 pages la semaine, avec le dimanche coincé dans un petit coin, mais d'un genre de journal où je pourrai écrire chaque fois que j'en ressentirai l'inclination. Il ne se présentera pas, je suppose, grand intérêt aux yeux des autres, mais il ne leur est pas destiné. Peut-être le montrerai-je à Jonathan un jour ou l'autre, s'il s'y trouve quoi que ce soit qui vaille d'être partagé. Mais c'est vraiment un cahier d'exercice. J'essaierai de faire ce que je vois faire aux dames journalistes, consigner des entretiens, rédiger des descriptions et essayer de se souvenir des conversations. On me dit qu'avec un peu d'entraînement, il est possible de se souvenir de tout ce qui se passe ou de tout ce que l'on entend au cours d'une journée. Enfin, nous verrons. Je te dirai tous mes petits projets quand nous nous retrouverons. Je viens à peine de recevoir quelques lignes de Transylvanie écrites en hâte par Jonathan. Il va bien. Et il reviendra dans une semaine environ. Il me tarde d'apprendre tout ce qu'il a à me dire. Ce doit être rudement bien de voir des pays inconnus. Je me demande si nous les verrons un jour ensemble. Je veux dire, Jonathan et moi. 10 heures sonnent. Au revoir. À toi, très amicalement, Mina. Donne-moi toutes les nouvelles quand tu écriras. Il y a longtemps que tu ne m'as rien dit. J'entends des rumeurs en particulier au sujet d'un grand et bel homme aux cheveux bouclés. Lettre de Lucy Westenra à Mina Murray. Mercredi, au 17 Chatham Street. Ma très chère Mina, je dois dire que tu me reproches très injustement d'être une mauvaise correspondante. Je t'ai écrit 2 fois depuis que nous nous sommes quittés, et ta dernière lettre n'était que la 2e. De plus, je n'ai rien à te raconter. Il n'y a vraiment rien qui puisse t'intéresser. La ville est très agréable en ce moment même, et nous allons souvent visiter des galeries de peinture ou bien marcher ou nous promener à cheval dans le parc. Quant à l'homme de grande taille aux cheveux bouclés, c'était, j'imagine, celui qui m'accompagnait au dernier concert public. Quelqu'un, de toute évidence, a raconté des histoires. Il s'agissait de M. Holmwood. Il vient souvent nous voir, et maman et lui s'entendent très bien. Ils ont tant de choses à se dire. Nous avons rencontré il y a quelque temps un homme qui ferait pour toi l'affaire, si tu n'étais pas déjà fiancé à Jonathan. C'est un excellent parti, car il est beau, riche et bien né. Il est médecin, et vraiment intelligent. Imagine-toi, il n'a que 29 ans, et un immense asile d'aliénés est entièrement sous sa responsabilité. M. Holmwood me l'a présenté. Il est passé nous voir ici et fait désormais de fréquentes visites. C'est, je pense, l'un des hommes les plus résolus que j'ai jamais vus, et cependant l'un des plus calmes. Il paraissait absolument imperturbable. Il m'est facile d'imaginer l'ascendant miraculeux qu'il doit exercer sur ses patients. Il a la curieuse habitude de regarder les gens droit dans les yeux, comme s'il tentait de lire leurs pensées. Il s'y essaie souvent avec moi, mais je m'en flatte. Je lui donne du fil à retordre. Je sais cela grâce à mon miroir. T'arrive-t-il jamais d'essayer de lire sur ton visage? Moi si, et je peux te dire que cette étude en vaut la peine, et qu'elle te pose davantage de problèmes que tu ne pourrais le penser si tu ne t'y es jamais frotté. Il dit qu'il trouve en moi de quoi faire une curieuse étude psychologique, et en toute humilité je pense que c'est le cas. Comme tu le sais, je ne m'intéresse pas suffisamment aux vêtements pour être à même de décrire les nouvelles modes. Les vêtements me rasent. Je sais que c'est encore de l'argot, mais tant pis. Arthur dit cela tous les jours.
Voilà, je me suis libéré. Mina, nous nous disons tous nos secrets depuis l'enfance. Nous avons dormi ensemble, mangé ensemble, ri et pleuré ensemble. Et maintenant, bien qu'ayant parlé, je voudrais en dire plus. Ah, Mina, tu ne devines pas, je l'aime. Je rougis en écrivant ça, même si je pense qu'il m'aime, il ne me l'a pas dit expressément. Mais Mina, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà. Cela me fait du bien. J'aimerais être assis avec toi, ma chère, assise près du feu, en train de me déshabiller, assise comme nous le faisions, et j'essaierai de te dire ce que je ressens. Je ne sais pas comment je fais pour écrire ça, même à toi. Je n'ose pas m'arrêter de peur de déchirer la lettre, et je ne veux pas m'arrêter car j'ai tellement envie de tout te dire. Donne-moi tout de suite de tes nouvelles, et dis-moi tout ce que tu penses de ça. Mina, il faut que je m'arrête. Bonne nuit. Bénis-moi dans tes prières. Et prie pour que je sois heureuse. PS. Inutile de te dire que tout cela est secret. Et encore bonne nuit. Lucie. Lettre de Lucie Westenra à Mina Murray. Ma très chère Mina, merci, merci, et merci encore pour ta si gentille lettre. C'était rudement bien de pouvoir tout te dire et de voir que tu me comprends. Ma chère, un bonheur n'arrive jamais seul, comme ces vieux proverbes disent vrai. Moi qui aurais 20 ans en septembre et qu'on n'a pourtant jamais demandé en mariage jusqu'à aujourd'hui, pas une vraie demande en tout cas. Voici qu'aujourd'hui j'ai reçu 3 demandes, imagine-toi, 3 demandes en une seule journée, n'est-ce pas terrible? Je suis désolé, vraiment et sincèrement désolé pour 2 de ces pauvres garçons. Ah Mina, je suis si heureuse que je ne sais pas ce que je vais faire. Et 3 demandes. Mais de grâce ne dis rien aux filles, à aucune, ou alors il leur viendrait toutes sortes d'idées extravagantes. Et elles s'imagineraient lésées et humiliées si, dès le premier jour de leur retour chez elles ne recevaient pas moins 6 de ces demandes. Certaines filles sont vaniteuses. Toi et moi, chère Mina, qui sommes fiancées et qui bientôt allons nous établir sagement et devenir de vieilles femmes mariées, nous pouvons mépriser la vanité. Bon, il faut que je te parle des 3, mais il faudra que ça reste secret, ma chère, pour tout le monde, sauf, bien sûr, pour ton Jonathan. Tu lui diras parce que moi, si j'étais à ta place, je le dirais certainement à Arthur. Une femme devrait tout dire à son mari, pas vrai? Et il me faut être honnête. Les hommes aiment que les femmes, et certainement leurs épouses, soient aussi honnêtes qu'eux, et les femmes, j'en ai peur, ne sont pas toujours aussi honnêtes qu'elles le devraient. Bon, ma chère, le numéro 1 s'est présenté avant le déjeuner, je t'en ai parlé. Le docteur John Seward, l'homme à l'asile d'aliénés, à la mâchoire volontaire et au front de belle taille. Il était très calme, en apparence, mais tout de même nerveux. Il s'était à l'évidence exercé en prévision de toutes sortes de petits détails et il se souvenait de tout. Mais il a presque réussi à s'asseoir sur son 8 reflets, ce qu'en règle générale les hommes ne font pas lorsqu'ils sont calmes. Puis voulant paraître à son aise, il s'est mis à jouer sans arrêt avec un bistouri, geste qui m'a presque fait hurler. Il m'a parlé, Mina, de façon très discrète, et il m'a dit à quel point je lui étais cher, bien qu'il ne me connaisse que depuis peu, et quelle vie serait la sienne si j'étais là pour l'aider et le réconforter. Il s'apprêtait à me dire combien il serait malheureux s'il me laissait indifférente, mais me voyant pleurer, il a dit qu'il n'était qu'une brute et qu'il ne m'ennuierait pas davantage. Puis il s'est interrompu et m'a demandé si je pourrais l'aimer plus tard. Et lorsque j'ai secoué la tête, ses mains se sont mises à trembler, puis, non sans hésitation, il m'a demandé si j'avais déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre. Il a rudement bien formulé la question, disant qu'il ne voulait pas m'arracher cette confidence, mais tout simplement savoir, car si le cœur d'une femme est libre, un homme peut se permettre d'espérer. Et alors, Mina, j'ai ressenti comme une sorte de devoir de lui dire qu'il y avait quelqu'un. Je me suis contenté de dire ça, alors il s'est levé, l'air très fort et très grave, tout en prenant mes 2 mains dans les siennes et en disant qu'il espérait que je serais heureuse, et que si jamais j'avais besoin d'un ami, il me faudrait le compter parmi les meilleurs. Ah, chère Mina, je ne peux m'empêcher de pleurer, et il ne faut pas m'en vouloir si cette lettre est toute tachée de larmes. Être demandé en mariage, c'est rudement bien, et ainsi de suite, mais ce n'est vraiment pas agréable quand tu vois un pauvre garçon qui, tu le sais, te voue un amour honnête. S'en aller, le cœur brisé. Et quand tu sais que
Quoi qu'il puisse dire, sur le moment, tu disparais totalement de sa vie. Ma chère, il me faut pour l'instant arrêter ici. Je me sens si triste, même si je suis si heureuse. Dans la soirée. Arthur vient de partir, et je me sens de meilleure humeur que lorsque je m'étais interrompu. Je peux donc continuer à te raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien, ma chère, le numéro 2 s'est présenté après le déjeuner. C'est un garçon rudement bien, un Américain du Texas, et il a l'air si jeune et si frais qu'il est presque impossible de croire qu'il a visité tant de lieux et connu tant d'aventures. J'ai de la compassion pour Desdémone, qui a dû écouter un récit fleuve tellement périlleux pour elle, même venant d'un noir. Nous les femmes, nous sommes, j'imagine, si lâches que nous croyons qu'un homme va nous permettre d'échapper à nos peurs, et donc nous l'épousons. Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais un homme et que je veuille me faire aimer d'une fille. Non, je ne sais pas. Il y avait donc M. Maurice qui nous racontait ces histoires alors qu'Arthur, lui, n'en a jamais raconté. Et pourtant. Mais, ma chère, je vais un peu vite en besogne. M. Quincy P. Maurice m'a trouvé seul. Il semble qu'un homme s'arrange toujours pour rencontrer une fille quand elle est seule. Non, ce n'est pas le cas. Car Arthur a essayé 2 fois de créer ce genre d'occasion, tandis que je l'y aidais du mieux que je le pouvais. Maintenant, je n'ai pas honte de le dire. Il faut d'abord que je te dise que M. Maurice ne parle pas toujours l'argot. Je veux dire par là qu'il ne parle jamais ainsi à des inconnus ou en leur présence, car il est vraiment bien élevé, et il a des manières exquises. Mais il a remarqué que ça m'amusait de l'entendre parler l'argot américain, et chaque fois que j'étais là et qu'il n'y avait personne qui puisse être choqué, il a dit des choses si amusantes. J'ai bien peur, ma chère, qu'il ne lui faille inventer toutes ces expressions, car elles s'adaptent exactement à tout ce qu'il veut dire, peu importe le sujet. Et ça se passe comme ça avec l'argot. Moi, je ne sais pas si je parlerai jamais l'argot. Je ne sais si Arthur aime ça, et je ne l'ai jamais entendu parler ainsi jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, M. Maurice est assis à côté de moi, l'air aussi heureux et aussi enjoué que possible, mais j'ai tout de même vu qu'il était très nerveux. Il m'a pris la main et m'a dit sur un ton vraiment adorable « Miss Lucy, je sais, je n'ai pas les qualités requises pour régler la fixation de vos petites chaussures, mais j'ai idée que si vous attendez de trouver un homme qui, lui, les ait, vous rejoindrez en fin de compte ces 7 jeunes femmes avec leurs lampes. Vous ne voulez pas tout simplement vous atteler avec moi pour que nous fassions à 2 cette longue route voyageant avec un double harnais. » Eh bien, il avait l'air vraiment de si bonne humeur et si enjoué qu'il ne semblait pas, de loin aussi dur, de le refuser que ça l'avait été pour le pauvre docteur Seward. Alors j'ai dit sur un ton aussi dégagé que je le pouvais que je ne connaissais rien aux attelages et que pour l'instant je n'étais pas du tout dompté pour subir le harnais. Puis il a dit qu'il avait parlé avec légèreté et qu'il espérait que je lui pardonnerais s'il avait commis une faute en une occasion aussi grave et aussi capitale pour lui. En disant cela, il avait vraiment l'air sérieux et je ne pus m'empêcher de me sentir, moi aussi, un peu sérieuse. Je sais, Mina, tu vas penser que je suis une horrible flirteuse, bien que je ne pus m'empêcher de ressentir une sorte d'exultation à l'idée qu'il était le numéro 2 en une seule journée. Et puis, ma chère, avant que je ne puisse dire un mot, il s'est mis à me faire la cour en déversant un vrai flot de paroles, déposant à mes pieds le fond de son cœur et de son âme. Ce faisant, il avait l'air si sincère que plus jamais je ne penserais qu'il faut un homme soit toujours expiègle, et jamais sincère sous prétexte qu'il lui arrive d'être joyeux. Il a vu, j'imagine, quelque chose sur mon visage qui l'empêchait d'aller plus loin, car il s'est subitement arrêté, et a dit avec une sorte de ferveur virile pour laquelle j'aurais pu l'aimer si j'avais été libre. « Lucie, vous êtes une fille au cœur honnête, je le sais. Je ne serais pas ici à vous parler comme je suis en train de le faire si je ne pensais pas que vous y allez franco, et tout d'une pièce. Dites-moi, comme un chic type le dirait à un autre, y a-t-il quelqu'un à qui vous vous intéressez? Et si oui, je ne vous ennuierai plus, ne serait-ce que d'un poil, mais je serai, si vous le voulez bien, un ami très fidèle. » Ma chère Mina, pourquoi les hommes sont-ils si nobles quand nous, les femmes, sommes si peu dignes d'eux? Voilà que je me moquais presque de ce monsieur au grand cœur, sincère. J'ai fondu en larmes. Ma chère, tu vas penser, je le crains, que je fais là une lettre à tout égard dégoulinante.
et en vérité je me suis senti bien mal à l'aise. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas une fille épouser 3 hommes ou autant qu'il y en a qui veulent d'elle et éviter tous ces tracas? Mais ça, c'est une hérésie, et il ne faut pas que je le dise. Je suis heureux de dire que, bien qu'en pleurs, j'ai pu regarder M. Maurice droit dans ses yeux valeureux, et lui ai dit tout de go, oui, j'aime quelqu'un, même s'il ne m'a pas encore dit, lui aussi, qu'il m'aimait. J'ai eu raison de lui parler aussi franchement car son visage s'est illuminé, et de ses mains tendues il a pris les siennes. Je crois que c'est moi qui les ai mises dans les siennes, puis il a dit sur un ton chaleureux. Vous êtes une sacrée fille. Mieux vaut arriver trop tard pour espérer vous obtenir que d'être à l'heure pour n'importe quelle autre fille au monde. Ne pleurez pas, ma chère. Si c'est pour moi, je suis un dur à cuire, et je ne vais pas m'affaler. Si cet autre gars ne sait pas où se trouve son bonheur, eh bien il vaudrait mieux qu'il ne tarde pas trop avant de venir le prendre. Ou alors, il aura affaire à moi. Petite fille, votre honnêteté et votre cran ont fait de moi votre ami, et ça, c'est plus rare qu'un amoureux. En tout cas, c'est moins égoïste. Ma chère, c'est un chemin sacrément solitaire qui m'attend entre ici et le royaume des cieux. Voulez-vous me donner un baiser, un seul? Ça ne sera pas rien, lorsqu'il faudra de temps à autre tenir le cafard à l'écart. Vous pouvez, vous savez, si vous voulez bien, puisque cet autre brave gars, c'est sûrement un brave gars, ma chère, et un gars bien, sans quoi vous ne l'aimeriez pas, ne s'est pas encore déclaré. Ces mots m'ont entièrement conquise, Mina, car c'était vraiment superbe et gentil de sa part, et c'était noble aussi. S'agissant d'un rival, n'est-ce pas, alors que lui était si triste. C'est pourquoi je me suis penché pour l'embrasser. Il s'est redressé, mes 2 mains dans les siennes, et en baissant les yeux vers moi tout en me dévisageant, j'ai alors énormément rougi, je le crains. Et il a dit « Petite fille, je vous tiens la main et vous m'avez embrassé. Si tout ça ne suffit pas à faire de nous des amis, rien ne le pourra jamais. Merci de votre gentille honnêteté à mon égard, et au revoir. » Il m'a serré longuement la main, et reprenant son chapeau, il est sorti directement de la pièce, sans une larme, sans un frémissement, sans la moindre pause. Et me voici en train de pleurer, comme un enfant. Pourquoi faut-il qu'on rende malheureux un homme comme celui-là, alors qu'il y a des quantités de filles qui vénéreraient le sol même qu'il foule de ses pieds? Je sais que ce serait mon cas si j'étais libre. Seulement, je n'ai pas envie d'être libre. Ma chère, la scène m'a complètement bouleversé, et je sens bien que je ne peux pas te parler de bonheur tout de suite, après avoir raconté ça. Je ne souhaite pas te raconter le numéro 3 avant que tout soit heureusement réglé. Toujours à toi en affection, Lucie. PS. Ah, à propos du numéro 3. Je n'ai pas besoin de te raconter le numéro 3, n'est-ce pas? De plus, tout se brouillait tellement entre le moment où il était entré dans la pièce et celui où, m'entourant de ses 2 bras, il m'embrassait. Un instant seulement semblait s'être écoulé. Je suis très, très heureuse, et je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Il me faut simplement tenter à l'avenir de ne pas oublier la bonté de celui qui m'a envoyé un tel amoureux, un tel mari et un tel ami. Au revoir. Journal du docteur Seward, enregistré par phonographe. Le 25 mai. Aujourd'hui, reflux des appétits. Impossible de manger, de me reposer. Alors, au lieu de cela, le journal. Depuis la rebuffade que j'ai subie hier, je ressens une sorte de vacuité. Rien au monde ne me semble suffisamment important pour valoir qu'on s'y attelle. Sachant que le travail est le seul remède pour ce genre de choses, je suis descendu me mêler aux patients. J'en ai choisi un en qui j'ai trouvé un sujet d'étude de grand intérêt. Il a des idées si bizarres et il est si différent de l'aliéné ordinaire que j'ai résolu de tout mettre en œuvre pour le comprendre. Aujourd'hui, j'ai eu le sentiment de m'approcher plus près que je ne l'avais jamais fait jusque-là du cœur de l'énigme qu'il est pour moi. Je l'ai interrogé plus à fond que je ne l'avais jamais fait, afin de maîtriser les faits inhérents à son hallucination. Je me rends compte maintenant que ma façon de procéder n'était pas exempte d'une certaine cruauté. Mes avis que je ne souhaitais pas le voir s'écarter de l'objet de sa folie, démarche que j'évite comme la béance de l'enfer avec mes patients.
Nota bene, en quelles circonstances voudrais-je ne pas éviter la béance de l'enfer? Omnia Romae venalia sunt. L'enfer lui-même a un prix. À supposer qu'il existe bien quelque chose derrière le comportement instinctif qui est le sien, il sera opportun dorénavant de l'examiner avec précision. Ainsi donc, autant commencer. R. M. Renfield, âgé de 59 ans, tempérament sanguin, grande force physique, excitation maladive, période d'abattement débouchant sur une certaine forme d'idée fixe que je ne peux identifier. Je présume que quand un facteur de trouble s'ajoute à ce même tempérament sanguin, il finit par se produire une complète dissolution mentale. Donc, un homme potentiellement dangereux, probablement dangereux, s'il n'est pas égoïste. La circonspection des égoïstes est une armure aussi sûre pour leurs ennemis que pour eux-mêmes. Voici ce que je pense à ce sujet. Quand le moi est le point fixe, la force centripète et la force centrifuge s'équilibrent. Quand c'est le devoir ou une cause qui constitue le point fixe, c'est la force centrifuge qui est essentielle, et un accident ou des éléments accidentels peuvent seuls lui faire équilibre. Lettre de Quincy P. Morris à l'honorable Arthur Holmwood, le 25 mai. Mon cher Art, nous avons débité de longues histoires auprès du feu de camp dans la prairie, et nous avons mutuellement pansé nos blessures après avoir tenté d'accoster aux marquises. Mais nous avons porté des toasts sur les rives du Titicaca. Il y a d'autres histoires à débiter, d'autres blessures à guérir, et quelqu'un d'autre à qui il faut porter un toast. Ne voudrais-tu pas qu'on fasse tout cela demain soir auprès de mon feu de camp? Je n'hésite pas à te le demander, sachant qu'une certaine jeune femme est retenue par un certain dîner et que tu es libre. Il n'y aura qu'un autre participant, notre vieux copain de Corée, Jack Seward. Il vient lui aussi, et nous voulons tous les deux mêler nos larmes autour d'un verre de vin, et, de tout notre cœur, porter un toast à la santé de l'homme le plus heureux de par le vaste monde, celui qui a conquis le cœur le plus noble que Dieu ait fait, et le plus digne d'être conquis. Nous te promettons un accueil chaleureux, des souhaits affectueux et un toast aussi loyal que ta main droite. Nous promettrons tous les deux de te déposer chez toi, si tu bois trop abondamment, à la santé d'une certaine Père Dieu. Viens donc. Bien à toi, comme toujours, et en toutes circonstances. Quincy P. Morris. Télégramme d'Arthur Holmwood à Quincy P. Morris. Le 26 mai. Compte sur moi, à tout coup. Je suis porteur de nouvelles qui te feront teinter les oreilles. Art.